Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel immédiat. Et cette semaine, c'est le grand retour de Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Nicolas. Retour pour un numéro chargé, donc on va aller directement au sommaire. Au sommaire, eh bien, l'image de la semaine, c'est bien entendu cette une de Charlie Hebdo reprenant toutes les caricatures de Mahomet. Nous étudierons ensuite la grosse polémique de la semaine, l'attaque politico-médiatique contre Valeurs Actuelles accusées de racisme. Nous reviendrons également sur l'actualité médiatique de la semaine dans la revue de presse. Et nous conclurons cette émission en analysant le parti pris anti-Trump hallucinant des médias français. Immédiat numéro 312, c'est parti. Et pour commencer cette émission, c'est donc l'image de la semaine. Et cette image, Jean-Yves, c'est cette une de Charlie Hebdo. Oui, alors la une de Charlie Hebdo, c'est tous les dessins que les musulmans ont contestés et qui ont conduit d'ailleurs à l'attentat très meurtrier contre Charlie Hebdo. Alors, c'est très important parce que l'islam est une religion iconoclaste qui n'admet pas la représentation ni de Dieu ni de la figure humaine. En cela, elle est totalement opposée à toute la civilisation européenne, qui est une civilisation de l'incarnation. Et évidemment, les musulmans voient dans ces représentations un blasphème. Et c'est pour cela qu'il y a eu tout ce débat et aussi, derrière cela, ce terrible attentat de 2015. Alors, en tout cas, la publication de cette une, elle a lieu, Jean-Yves, au moment de l'ouverture du procès des attentats de Charlie. Et bien, les médias ont été très discrets sur le caractère islamiste de cet attentat. On s'en souvient, la semaine dernière, avec Michel Geoffroy, on avait vu que l'attentat de Manchester, qui a fait 22 morts en 2017, avait été traité... il y avait un procès qui avait eu lieu ces derniers jours. Et pareil, les médias français avaient... très clairement omis de mentionner qu'il s'agissait d'un acte islamiste. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. On a une pudeur médiatique, par exemple, cette une de Libération qui parle donc du procès et qui ne mentionne pas le terme islamique ou islamiste. Et on a également ce reportage de France 2 sur l'ouverture du procès et qui réalise un véritable tour de force. Ne jamais prononcer les termes islam, islamique, islamiste, c'est assez extraordinaire. 2 minutes 30. 2 minutes 30, c'est pas 10 secondes, c'est pas 30 secondes, c'est 2 minutes 30. Chapeau les artistes. Service public. Service public. Payez votre redevance. Et cette lâcheté des médias et de la gauche en général, elle a été épinglée par l'équipe de Charlie. On écoute un des membres tout de suite. J'ai eu des procès avec les catholiques intégristes pendant 10 ans, mais des procès avec Richard Malka. On était au tribunal tous les 3 jours. On était au tribunal tous les 3 jours. Tout le monde nous disait « Vous êtes formidable, c'est sympa, c'est génial ». Et du jour où on a publié les caricatures, c'était la même chose. C'était la religion. Tout le monde nous a lâchés. Tout le monde nous a lâchés. Pourquoi les grands intellectuels de gauche, tout ça pour la plupart, les journaux bien pensants, tout d'un coup, ah là là, qu'est-ce qu'ils font là? Parce qu'ils avaient peur. Ils n'avaient pas peur des cathos, mais ils ont peur des musulmans. C'est net, clair, précis. Ouais, effectivement. Et autre chose qui est net, clair et précis, c'est le sondage demandé par Charlie Hebdo justement à l'occasion de cette ouverture du procès. Un sondage sur les attentats de Charlie et la perception de ces attentats par les Français en général, mais aussi par les musulmans et notamment par les jeunes musulmans. Et vous allez voir, les résultats sont édifiants. Sur la condamnation à l'égard des auteurs de l'attentat de Charlie, bien là, le résultat est quand même sidérant. On a 8% des Français qui ne condamnent pas les attentats. Dans le détail, 4% qui ne condamnent pas et 4% pour qui le profil des auteurs ne les laisse indifférents. Et on a 18% des musulmans qui n'expriment pas de condamnation à l'égard des attentats ou pour qui les attentats les laissent indifférents. Et chez les jeunes musulmans, on est à 26% de jeunes musulmans qui n'expriment pas de condamnation à l'égard des auteurs des attentats. C'est quand même assez énorme. Et on a ensuite dans ce sondage une adhésion ou pas aux valeurs de la République avec la supériorité de la foi par rapport aux valeurs de la République. Chez les musulmans, 40% des musulmans considèrent leur foi supérieure aux valeurs donc, de la République. Et chez les jeunes musulmans, c'est un chiffre bien plus considérable, avec 74% d'entre eux
qui considèrent, Jean-Yves, que la foi islamique est supérieure aux lois de la République. Ils appliquent les règles de la foi islamique, d'ailleurs. On est dans le choc de civilisation. Alors, c'est intéressant, ce sondage, d'abord parce que c'est un sondage, quand même, dont les questions et les résultats sont de facto politiquement incorrects, et il n'y a guère que Charlie Hebdo qui pouvait se le permettre, dans le contexte, d'ailleurs, du procès qui a suivi l'attentat dont ils ont été victimes, parce que tout autre journal qui se serait permis ça aurait déchaîné une tempête contre lui. Donc, Charlie Hebdo a pu le faire, c'est finalement une bonne chose. Sur le fond, ça montre quoi? Ça montre l'échec de l'assimilation et surtout la progression de la séparation, parce qu'il faut raisonner en dynamique. Les chiffres les plus importants, ce sont les chiffres des jeunes musulmans, puisque c'est la génération qui monte. Et on voit bien, qu'ils leur retournent, si leurs parents ou leurs grands-parents avaient pu faire un pas dans la direction de la société européenne, eux reviennent aux fondamentaux du monde islamique dont ils sont issus. Et donc, c'est extrêmement intéressant et surtout extrêmement préoccupant. Alors, pour finir sur ce dossier, Charlie, on peut noter l'éloge du blasphème d'Emmanuel Macron, qui a défendu la liberté de blasphémer en France, et à noter qu'il a cependant estimé, tout en soulignant que sa remarque ne s'appliquait pas aux caricatures de Charlie Hebdo, que cette liberté de blasphémer impliquait en revers une décence commune, une civilité, un respect, et qu'avec la liberté d'expression, il y a le devoir de ne pas avoir de discours de haine. On est donc sur une nuance. Non, c'est le en même temps. Oui, on a la liberté d'expression, sauf pour les idées qu'on n'aime pas, qu'on qualifie de haine et qu'on interdit. Et d'ailleurs, on a vu le rétablissement immédiat de l'interdiction du blasphème, puisqu'on n'a pas le droit de blasphémer Madame Obono. Voilà. Exactement, et c'est ce qu'on va voir, Jean-Yves, dans notre premier sujet. Daniel Obono contre Valeurs Actuelles, cette liberté d'expression qu'on enchaîne. C'est un texte qui a déchaîné les passions. Valeurs Actuelles a publié son dernier numéro de son roman de l'été, dans lequel plusieurs personnalités médiatiques ou politiques se retrouvaient transportées dans les couloirs du temps à une époque symbolique pour elles. Et cette fois-ci, c'était Daniel Obono qui était projeté dans l'Afrique du XVIIIe siècle et notamment dans la traite intra-africaine, donc des Africains qui mettaient en esclavage d'autres Africains. Pour mettre en valeur justement l'existence de cette traite intra-africaine trop souvent mise de côté par certains hommes politiques. Et le tollé médiatique a été énorme, notamment parce qu'une illustration de Daniel Obono la représentait enchaînée comme une esclave de l'époque, tout simplement. Donc un tollé médiatique énorme. Toutes les chaînes d'infos en ont parlé. Ce matin, une polémique qui est en train de monter. Rarement, ces derniers temps, un article de presse aura provoqué autant d'indignation, autant de condamnation. La députée Daniel Obono, ça fait les gros titres représentés en esclaves. À la suite de ce tollé, Geoffroy Lejeune a pris la parole à de nombreuses reprises pour défendre le travail de Valeurs Actuelles. Nous, ce qu'on répond, c'est qu'en fait, on a voulu tout simplement mettre en scène dans cette fiction une des représentantes des mouvements indigénistes en France, dont les théories sont extrêmement, à mes yeux en tout cas, dangereuses, et la mettre en scène dans l'Afrique du XVIIIe siècle pour montrer qu'en réalité, contrairement à ce que les indigénistes disent, les Africains ont été massivement beaucoup esclavagisés par d'autres Africains et mettre en scène cette horreur, cette abjection. Donc évidemment, le texte est très choquant, les images sont très choquantes parce que la réalité en fait est très choquante et nous, c'est ça qu'on voulait dénoncer. Donc, sur le fond, je maintiens que c'est très important de mener ce combat aujourd'hui contre les indigénistes, les racialistes qui prennent de plus en plus de place. Oui, alors, moi je dis que la fiction de Valeurs Actuelles est extrêmement utile. Parce qu'elle souligne un fait essentiel, elle rappelle un fait essentiel qui est nié, qui est que la traite intra-africaine, elle rend possible, elle précède et elle suit d'ailleurs la traite occidentale. La traite occidentale, elle dure 2 siècles, mais elle est possible parce qu'il y a la traite africaine. Les Africains qui rendent prisonniers certains autres Africains et qui les vendent. Voilà. Et la traite africaine, intra-africaine, elle a commencé avec la traite orientale, la traite musulmane, qui a duré pratiquement 13 siècles, qui commence au 7e, 8e siècle, et qui est à peine terminée, à supposer qu'elle le soit aujourd'hui, dans les années 60. Rappelez-vous Tintin, Coq en stock, en 1956, qui raconte une histoire réelle de traite
Et violente en plus. De traite des Africains par les musulmans à une époque où elle aurait dû disparaître depuis fort longtemps. Donc c'est le rappel d'un fait historique. Et c'est ça qui choque. Voilà. D'autant plus que la traite musulmane, la traite orientale, elle est pire encore, puisqu'elle castre les hommes. Oui, effectivement. Vous me direz, ça ne concerne pas Madame Obono. Et en sachant que l'esclavage aujourd'hui en continue, même sur le territoire français, mais qu'il concerne, et c'est là le truc politiquement incorrect, c'est que ça concerne des familles africaines qui esclavagisent d'autres Africains souvent fraîchement arrivés. Alors les condamnations ont été massives. D'abord, condamnation politique avec par exemple Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui déclare « On est libre d'écrire un roman nauséabond dans les limites fixées par la loi. On est libre aussi de le détester. Moi, je le déteste et suis à vos côtés. » Jean-Luc Mélenchon, Marianne, Valeurs Actuelles, Charlie, ça suffit, le harcèlement nauséabond contre Daniel Obono. Et on a également Bruno Retailleau pour les Républicains qui s'est prononcé sur cette affaire. Personne ne peut justifier ce type de message, en tout cas ce type de dessin. Alors attention, hein, Bruno Retailleau, c'est l'aile droite, c'est l'aile dure des Républicains. Hein. Avec des gars comme ça, c'est sûr que la liberté d'expression est bien protégée. Alors au Rassemblement National, on a également Jean Messia qui a parlé d'une image franchement de très mauvais goût en parlant de cette illustration de Daniel Obono représenté en esclave. Et Valéran de Saint-Just qui tweet « La couverture de Valeurs Actuelles est d'un mauvais goût absolu. Le combat politique ne justifie pas ce type de représentation humiliante et blessante d'une élue de la République. » Alors je crois d'abord qu'il ne sait pas de quoi il parle, Valéran de Saint-Just, puisque ce n'est pas la couverture qui est consacrée à Obono, la couverture est consacrée à l'ensauvagement, enfin, bon, ça c'est pas très grave. Ce qui est un peu plus grave, c'est qu'en fait, dans ce genre de circonstances, Valéran de Saint-Just est un peu le porte-parole officieux de Marine Le Pen. Et donc, au fond, dans cette affaire, le Rassemblement national tient exactement le même discours que tous les autres partis politiques, le même discours que les Républicains, le même discours que la France Insoumise, le même discours que les ministres du gouvernement. Aucun recul par rapport aux faits, par rapport à, entre guillemets, l'émotion médiatique artificiellement créée dans cette affaire. À noter quand même un petit point de divergence, une voix qui s'élève, celle de Nadine Morano, qui a quand même été très en pointe dans la défense de Valeurs Actuelles. Voilà, alors un bon point, comme souvent, pour Nadine Morano. Voilà. Alors, qui a compris qu'on ne se dédiabolisait pas en diabolisant le voisin. Quand on diabolise le voisin, on contribue à sa propre diabolisation, mais les imbéciles ne comprennent pas ça, et malheureusement, ils sont nombreux. Alors, après les condamnations politiques, il y a eu les condamnations médiatiques, comme par exemple celle d'Yves de Kerdrel, ancien directeur de Valeurs Actuelles, qui déclare eh bien, que, avec ce texte, Valeurs Actuelles banalise un racisme odieux qui traduit une dérive extrémiste du journal. Alors, des condamnations, il y en a eu beaucoup d'autres. Plutôt que de vous en faire un florilège qui serait trop fourni, intéressons-nous à l'édito du Monde paru ce mardi, refuser la banalisation du racisme. Depuis plusieurs années, l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles a vu sa légitimité rehaussée par les invitations régulières de ses journées sur les chaînes d'information, ainsi que par un entretien à Emmanuel Macron. Et dans l'éditorial du Monde, eh bien, on note que l'illustration est révoltante, qu'elle donne à la nausée, au fil des lignes qui, sous couvert de l'ironie, suintent le mépris des Noirs, la répugnance pour l'Afrique et magnifient la colonisation. Le Monde qui considère qu'il s'agit d'un article prétentieux et boursouflé qui reflète les fantasmes de l'extrême droite, dont l'euphémisation de l'esclavage par l'insistance sur le rôle des chefs africains et des Arabes dans la traite. Ce qui en soi, Jean-Yves, déjà est un peu étonnant. Non, alors, c'est pas une euphémisation. Pas du tout une euphémisation. Pour le Monde, ça l'est. C'est un rappel historique. Un rappel historique que la traite occidentale qui a eu lieu n'a eu lieu que parce qu'il y avait au préalable et en même temps la traite intra-africaine. Et que la traite intra-africaine et que la traite orientale étaient pires que la traite occidentale, notamment la traite orientale, la traite musulmane, puisqu'elle conduisait à la castration des hommes. En tout cas, pour le Monde, c'est de l'euphémisation. C'est pas de l'euphémisation, c'est du rappel historique. Mais pour le Monde, c'est déjà d'extrême droite. Mais parce qu'on n'a pas le droit de rappeler les faits historiques. Et d'ailleurs, pour le Monde qui continue dans son éditorial, un journal d'extrême droite qui étale son racisme. Enfin bon, bref, je vous en passe des meilleurs, mais le Monde qui est là dans un militantisme assumé, on va dire.
Donc Jean-Yves, on a une condamnation unanime de la presse et des hommes politiques. Alors, il faut savoir que dès qu'il y a unanimité sur un sujet, la vie, c'est la diversité du débat. On peut avoir une opinion sur un sujet, mais il faut que d'autres puissent avoir d'autres opinions. À partir du unanimité, ça veut dire qu'on est dans un système totalitaire. Et pourquoi il y a unanimité? Parce qu'au fond, la personne de Madame Obono, et ça en tant qu'indigéniste, en tant qu'africaine, est sanctifiée, sacralisée, et se permettre un peu d'humour sur Madame Obono, c'est du blasphème. On retrouve le blasphème. Macron nous a dit il est interdit, il est autorisé. Et pardon, là, dans ce cas-là, il est interdit. Alors, beaucoup d'observateurs ont évoqué un 2 poids, 2 mesures dans cette affaire. Par exemple, Pascal Praud, alors s'il a jugé inapproprié le dessin de Valeurs Actuelles, il a néanmoins fustigé ce fameux 2 poids, 2 mesures de la classe médiatique. La sphère médiatique choisit ses victimes. Ce qui m'a frappé, moi, samedi, c'est que toute la gauche bien pensante, qu'on n'entend absolument pas sur l'ensauvagement du pays, on ne les entend pas. Là, ils sont tous sortis. C'est ça que je souligne très souvent, c'est-à-dire que la sphère médiatique choisit ses victimes. Un bon point, effectivement, pour Praud, là, puisque c'est un des rares, voire le seul journaliste à défendre Valeurs Actuelles. Oui, on va dire présentateur d'une émission d'ampleur, c'est le seul, c'est clair et net. Alors, toujours sur CNews, on a également un autre défenseur de Valeurs Actuelles, en la personne d'Éric Zemmour, qui a lui aussi pointé du doigt le 2 poids, 2 mesures. On a le droit, sur France Inter, de se moquer de l'Église, de Jésus, de l'extrême droite, de tout ça. Et on n'a pas le droit, dans Valeurs Actuelles, de se moquer de Daniel Obono et des indigénistes, etc. Moi, je ne comprends pas ce 2 poids, 2 mesures. Autre dénonciation de ce 2 poids, 2 mesures avec cette passe d'armes entre Charlotte Dornelas et Gérard Leclerc. Gérard Leclerc, est-ce que vous pouvez reconnaître que quand on se fout de la gueule de manière extrêmement insultante dans les médias aujourd'hui de certaines personnalités, tout le monde s'en fout, mais tout le monde s'en fout. Et que là, c'est de l'humour. Et là, si je vous dis que c'est une fiction, je vais prendre un exemple. Je déteste ça, franchement, mais je vais prendre un exemple qui me concerne. Sur France Inter l'année dernière, vous souvenez-vous, Monsieur Mermet, on a un humoriste, pardonnez-moi, mais si vous avez trouvé ça drôle ou si vous trouvez que c'était sur le terrain de l'humour, il faut voir, qui expliquait. Donc c'est sûr, c'est pas du racisme, c'est de l'antisémitisme. Il passe 2 minutes à expliquer que je l'excite parce que je suis d'extrême droite et catholique, qui veut me déguiser en Jeanne d'Arc pour me sauter derrière le canapé. Mais c'est pas bien. En ces termes. Non mais c'est pas bien. Mais la société, vous avez vu le président de la République ou Monsieur Castex monter au créneau? Un seul journaliste hors Pascal Praud s'indigner de cette affaire. Moi je me suis indigné. Il n'y en a pas eu un seul. Moi je m'en fous, franchement je m'en fous. Vous l'avez lu le texte ou pas? Non. Et je parle pas du texte, moi. Ah bah oui, c'est génial. Je parle d'une offre, d'un dessin. Mais qui accompagne un texte, et vous ne l'avez même pas lu, et ça fait 3 jours que vous commentez ce truc-là, mais c'est surréaliste. Alors, c'est assez intéressant, parce que là, effectivement, on est systématiquement dans le 2 poids, 2 mesures. Il y a les gens qui ont le droit de faire des choses, et d'autres qui n'ont pas le droit de le faire. Par exemple, l'humour, Leclerc nous dit, mais c'est réservé à Charlie Hebdo. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le seul, d'ailleurs, beaucoup ont dit ça. Il y a Charlie Hebdo, oui, mais pas les autres. Non, d'ailleurs. Le soi-disant service public, France Inter, insère le matin, dans sa matinale qui est supposée être sérieuse, des capsules qui sont supposées être humoristiques. En tout cas, Charlie Von Honecker et quelques autres, quoi. Voilà. Bon, donc, c'est pas vrai. Intellectuellement, on ne veut pas dire... on peut rire de certains, mais pas d'autres, et on peut rire sur certains médias, mais pas sur d'autres. Ça n'est pas un seul instant tenable. Quant à ce Leclerc... C'est un peu un charlot parce qu'il reconnaît qu'il commande depuis 3 jours le numéro de Valeurs Actuelles sans même l'avoir lu. Oui, c'est incroyable. Et c'est révélateur, à mon avis. C'est pas le seul des commentateurs de cette question qui n'a pas lu le papier. Hein. Il marche à la baguette. Ouais. Il marche à la baguette. Alors, toujours sur CNews, Éric Zemmour a rappelé qu'on avait tout à fait le droit de se moquer de Daniel Obono. On a le droit de se moquer. Est-ce que Voltaire, pour reprendre votre question, a exagéré quand il se moque de Leibniz, le grand philosophe allemand, et qu'il le met sous les traits de cet imbécile de Pangloss dans Candide? Est-ce que Molière a le droit, ou il exagéré, quand il se moque des médecins de l'époque, les hauts dignitaires? C'est sans fin, cette histoire.
On a le droit de se moquer de n'importe qui. Madame Obono n'est pas Louis XIV. On a le droit de se moquer de tout le monde en France. Ah oui, il y a le droit à l'humour, voilà. Il y a le droit à l'humour. Et alors, je dois dire qu'un homme politique, ou une femme politique, qui vient pleurnicher parce qu'il est critiqué ou caricaturé, mais c'est honteux. Si on veut pas être critiqué, si on veut pas être caricaturé, si on veut pas être moqué, on fait pas de politique, on reste chez soi. Oui, surtout c'est honteux. Le dessin peut être jugé inapproprié par certains ou d'autres, mais c'était même pas une caricature méchante, c'était un dessin factuel qui venait illustrer le texte. Donc elle était même pas grimée sous des traits dégradants non plus. Elle n'était pas animalisée, c'était pas. Non. C'était une illustration. Et même, on a animalisé des dizaines d'hommes politiques. Oui, ou Nadine Morano qui a été violemment attaquée par Charlie Hebdo. Faut pas être bégueule. Alors, pour conclure un petit peu ce point, sur le plateau de Pascal Praud, toujours, on a Elisabeth Lévy qui a violemment attaqué la presse bien pensante et les hommes politiques. Moi, je voudrais insister sur deux choses. La première, c'est la réaction dégoûtante des médias, de la presse, et encore une fois, vous êtes un des seuls, Pascal, que j'entends oser une mise en perspective, simplement. C'est-à-dire cogner sur un autre journal, les traités de torchons racistes, de merde, d'abjection, ça ne le dérange pas. Ces valeurs actuelles, tout est permis. Mais la deuxième chose qui est encore beaucoup plus grave, nous avons 4 ministres, dont le garde des Sceaux, garant de l'indépendance de la justice. Nous avons le président de la République, garant de l'indépendance des institutions et de la liberté de la presse, qui trouve tout à fait normal d'intervenir dans ce débat. Ils interviennent tous pour condamner un journal. Mais dans quel pays est-on qu'on accepte cela, qu'on accepte que le politique condamne un journal? Enfin... dans quel pays on est? On est en Corée du Nord. Et encore... Je me demande si le président Kim Jong-un est pas plus libéral qu'on veut bien le dire, et pas plus libéral qu'on ne l'est nous-mêmes. Voilà, je suis pas allé en Corée du Nord, donc j'ai quelques doutes sur ce qui s'y passe, mais voilà. C'est vrai qu'en tout cas, l'unanimisme politique et médiatique... On peut difficilement faire mieux en Corée du Nord, en tout cas. Surtout que même des journaux comme Le Monde, on l'a vu, sont sur une ligne... totalement presque obscurantiste, puisqu'on a la réalité historique qui est vue comme une euphémisation de l'histoire. Enfin, c'est incroyable. Mais le pouvoir médiatique, et le pouvoir politique est à sa remorque, est obscurantiste. Effectivement, vous avez trouvé le bon mot, Nicolas, obscurantiste. L'histoire n'est pas bonne à dire. Toutes les histoires ne sont pas bonnes à dire. Alors, suite logique, malheureusement, de cette affaire, le chantage. Le chantage en deux parties. Premièrement, un chantage des journalistes pour faire pression sur les hommes politiques pour ne plus accorder d'interviews à Valeurs Actuelles. On a par exemple Ariane Chemin du Monde, grand reporter au Monde. La ligne de Valeurs est claire depuis quelques années. C'est bien davantage que l'hebdo de la droite identitaire et ce n'est pas la première fois qu'il est pris en flagrant délit. En s'y confiant ou en lui ouvrant les portes, acteurs politiques et chaîne Toute Info l'ont respectabilisé. Sylvain Chazot de Libération... Si certains en doutaient encore, Valeurs Actuelles ne peut plus s'en cacher, c'est un hebdomadaire d'extrême droite. Chaque politique qui s'exprime sait à qui il parle, donc la menace est à peine voilée. Et on a également cette même appel au chantage dans l'émission Quotidien. Et pour beaucoup, les politiques sont responsables. Ils ont légitimé ce magazine d'extrême droite en acceptant de lui parler, comme Emmanuel Macron en octobre dernier. De même, sur France Info, Salia Braclia, qui est toujours à Quotidien tout en étant employé sur France Info depuis la rentrée, fait un peu de chantage à Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Donc vous pourriez encore leur parler. Est-ce que vous avez conscience qu'en accordant des interviews à Valeurs Actuelles, comme l'a fait le président de la République, vous participez à cette respectabilité du magazine? Et enfin, sur France Inter, on a Léa Salamé qui, elle aussi, interroge vertement Marlène Schiappa. Regrettez-vous qu'Emmanuel Macron ait donné une interview à Valeurs Actuelles? Pas du tout, j'ai donné moi-même une interview à Valeurs Actuelles. Donc il faut moi, je crois qu'il faut encourager et crédibiliser ce journal. Alors là, la consigne est claire, la consigne médiatique est claire, au gouvernement en l'occurrence. Vous ne donnez plus d'interview à Valeurs Actuelles, terminé. Voilà. Oui, en tout cas, c'est une demande. Après, à voir si les hommes politiques vont la respecter. C'est une demande exprimée sous forme d'un ordre. Et là où c'est exceptionnel, c'est qu'on a... un grand reporter au Monde, un journaliste à Libération, une journaliste à France Info, une autre à France Inter, et on a donc tout le panel médiatique et des grands médias prestigieux. France Inter, Le Monde, c'est quand même des médias
c'est des grands médias de désinformation. Oui, bon. En tant que médias de désinformation, ils sont effectivement tout à fait respectables comme médias de désinformation. En tout cas, ce sont des grands médias aux yeux de beaucoup, et ils sont dans le chantage pur et dur. Médias de grand chemin. Et on a un deuxième chantage qui est tout simplement de faire pression pour que les journalistes de Valeurs Actuelles ne soient plus invités dans les autres médias. On a par exemple Philippe Marlière qui tweet « Geoffroy Lejeune va être chroniqueur à Balance ton poste sur C8. Il a été pour Europe 1 et Public Sénat. Il passe souvent sur France Inter, CNews ou LCI. » Donc le message est assez clair là aussi. Nassira El Moadem qui renchérit « N'oublions pas qu'il est aussi invité de l'émission politique sur France 2, ce qui est encore plus problématique. » Donc on voit en fait en sous-main... Oui, plus problématique parce que France 2, c'est le service public payé par les contribuables, dont probablement une bonne moitié est d'accord avec ce que dit Lejeune, mais ils n'ont pas le droit de l'avoir sur leurs écrans qu'ils payent avec leur argent. Ça, c'est formidable, comme ces gens-là sont totalitaires d'esprit. Donc c'est assez extraordinaire. Et Jean-Yves, ce travail de sape a fini par payer, puisque malgré les excuses de Geoffroy Lejeune, qui s'est excusé qu'à moitié d'ailleurs, en s'excusant personnellement auprès de Daniel Obono s'il avait été choqué, tout en maintenant sur le fond le texte. Bon, mais le chantage des journalistes a été plus fort puisqu'il a été éconduit de l'antenne de LCI où il était chroniqueur. Alors, il faut tirer 2 leçons de ça. La première, je rappelle une phrase qu'on rappelle souvent dans cette émission, qui est une phrase de Robert Ménard. Les principaux ennemis de la liberté d'expression en France sont les journalistes, puisqu'ils expliquent que les ministres ne doivent pas parler à certains journaux, et ils demandent qu'un de leurs confrères soit viré d'une des émissions, il l'avait déjà fait pour Zemmour d'ailleurs. Ouais. Donc ça c'est la première règle, les journalistes sont les principaux ennemis de la liberté d'expression aujourd'hui en France. La deuxième règle, c'est le seul reproche que je ferai à Geoffroy Lejeune, c'est de s'être excusé. Il ne faut jamais s'excuser. S'excuser ne sert à rien. Il faut appliquer la devise de la monarchie britannique. Never explain, never complain. Voilà. Dès qu'on s'excuse, on est foutu. On avoue une certaine faiblesse. Mais surtout, Jean-Yves, qu'en plus, en l'espèce, il n'y a absolument rien de choquant ou de dramatique. Donc il faut assumer. Il faut assumer. Mais bon, ils ont quand même fait du très bon boulot, ce sont des gens courageux, Lejeune est talentueux, et je dois dire, moi je pense que Lejeune, il lui arrivera ce qui est arrivé à Zemmour. Zemmour a été viré d'ITélé il y a 4 ans ou 5 ans, il est revenu en majesté à CNews, qui est l'ancienne ITélé, qui a changé de nom. Je crois que Lejeune, il a suffisamment de talent, et il répond à une vraie demande de la part du public, et donc il reviendra un jour. Mais il ne faut pas qu'il recommence à s'excuser. Alors, pour conclure ce volumineux dossier Valeurs Actuelles contre Obono, on a cette... C'est plutôt Obono contre Valeurs Actuelles. Tout à fait, vous avez raison de le reprendre. On a cet épisode assez lunaire de la Ligue de défense noire-africaine, cette organisation dirigée notamment par quelqu'un qui a un casier judiciaire très chargé, et qui s'est introduit dans les locaux de Valeurs Actuelles alors que la rédaction était partie en week-end. Alors, sans effraction a priori, ça reste à vérifier, mais ils se sont filmés dans les locaux de Valeurs Actuelles et sont revenus le lundi pour une manifestation devant les locaux. Geoffroy Lejeune est sorti à leur rencontre. Voici un extrait de leur échange. Le but de cette fiction, c'était de prouver que le discours indigéniste et racialiste que le vôtre, moi je m'oppose à ces idées. Racialiste ? Absolument. Vous, venant d'un nazi comme vous, en facho comme vous, vous nous traitez de racialiste ? Moi je ne parle jamais de la race. Vous ne parlez jamais de... Vous êtes obsédé de la race. Je ne parle jamais de la race. Mais si, mais si, vous parlez tout le temps de la race. Oh bah oui, tout le monde il est nazi aujourd'hui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, c'est vraiment lunaire de traiter Geoffroy Lejeune de nazi, mais enfin bon... beaucoup moins drôle, on va dire. Des menaces ont suivi avec ce meneur de la Ligue de défense nord-africaine qui a déclaré « Si vous écrivez contre les Noirs, alors vos bras, nous allons les arracher et vous n'aurez plus de bras pour écrire quoi que ce soit. » Donc Jean-Yves, on a des menaces physiques. Alors, on a des menaces contre la liberté de la presse, qui devraient quand même inquiéter les journalistes. On a des menaces physiques qui auraient pu conduire monsieur le procureur de Paris, Rémy Hetz, à engager des poursuites, puisqu'il engage des poursuites contre Valeurs Actuelles. Là, il ne voit rien, là. Hein. Ouais, Deux poids,
de mesures. En sachant que c'est aussi peut-être parce que les médias ont lâché Valeurs Actuelles et les ont critiqués, les ont agonis d'injures, que ça a donné la confiance à des activistes comme la Ligue de défense nord-africaine pour aller les chercher chez eux. Donc il y a une responsabilité journalistique peut-être là aussi à aller chercher. Oui. Passons à la revue de presse. Et pour entamer cette revue de presse, Jean-Yves, on commence avec Le Monde qui encense rien de moins que le superbe journaliste, l'excellent journaliste Patrick Cohen. Respect Cohen. Plusieurs fois Patrick Cohen, plusieurs fois titulaire des Bobards d'or. Je crois qu'il a même eu une muselière d'or. Bon, Le Monde a raison de l'encenser. C'est un échange de bons procédés, on va dire. Autre actualité médiatique, la rentrée de la revue Front Populaire, une rencontre qui aura lieu à Marseille, qui verra notamment Michel Onfray dialoguer avec Didier Raoult. Voilà, je pense que ça aura du succès. Je pense aussi que ces gens-là ont quelques tentations électorales ou politiques, donc ils vont un peu tester ça à Marseille. On verra ce que ça donne. C'est une affaire à suivre. C'est le 1er octobre 2020 à 19h30. Voilà. Ça va être, à mon avis, c'est vrai que ça va être suivi et par le public et par les médias aussi, qui seront assez curieux. Alors, dans l'actualité cette semaine, il y avait des événements que les journalistes français ne nous ont pas montrés. Ça se passe notamment à Londres, avec ces images assez incroyables de milliers de musulmans chiites qui défilent dans les rues pour célébrer l'Achoura. Alors, les médias, les journalistes n'en ont pas parlé. Heureusement, Brésinfo, média de réinformation, en a parlé. On a également en Suède des violentes émeutes au cri de Allah Akbar après qu'un militant anti-islam a brûlé un Coran en public. Donc là encore, il fallait plutôt lire F de Souche que les médias français, même si certains ont évoqué le sujet, par exemple 20 minutes, avec certains titres qui parlent d'émeutes, mais dans le corps de l'article, on a quand même un vocabulaire de minoration, opposant par exemple l'extrême droite à des manifestants, voilà, bon, sans les caractériser, pourtant il y avait de quoi faire. Et puis, en Allemagne, quelque chose dont les médias français ont un petit peu parlé quand même, mais peut-être pas autant qu'ils auraient dû, et en tout cas, sûrement pas avec l'angle qu'ils auraient, ou la multiplicité d'angles qu'ils auraient dû avoir. Les manifestations anti-masques en Allemagne, avec un article de Ouest France quand même qui déclare « Le gouvernement allemand dénonce des dérapages inacceptables lors de ces manifestations », en illustrant l'article avec la photo d'un militant anti-corona, c'est la légende de cette photo, enveloppé d'un drapeau parfois utilisé par les néo-nazis. Donc on n'en sait pas plus, mais en tout cas, c'est pas positif. Non, c'est pas positif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Berlin, il y a eu 110 manifestations pendant le week-end, avec des milieux extrêmement divers. Hein. Et donc, il y a une contestation quand même d'une certaine forme de dictature sanitaire qui touche, je pense, des tranches extrêmement variées de l'opinion allemande. Il est possible qu'il y ait un certain nombre de militants identitaires, c'est possible, mais ça touche aussi pas mal de fumeurs de chichons, hein, donc c'est très, ou de porteurs de dreadlock, hein, donc c'est extrêmement varié. Et donc, évidemment, la tendance des médias est soit de n'en pas parler, soit de caricaturer. On peut aussi penser, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une culture de la provocation policière en Allemagne, hein, qui est une culture ancienne, héritier à la fois de la Gestapo, de la Stasi et de l'Office fédéral de protection de la Constitution qui existe encore actuellement. Et donc, il n'y a pas un traitement tout à fait correct de ce type d'événement. Voilà. Eh ben, en France, on a également eu des manifestations avec un traitement médiatique, là aussi, on va dire, décidé, anglais, avec, par exemple, cet article de CNews, « Une femme, CSP+, adepte des théories du complot, voici le portrait robot des anti-masques », Jean-Yves. Ah, c'est bien, on fait des portraits robots. Il faudrait faire des portraits robots des jeunes gens qui font des rodéos, par exemple, ou des portraits robots des violences, comment on appelle ça, de l'ensauvagement, qui sont ceux qui ensauvagent. Voilà. Si on se lance dans le portrait robot, ça va être intéressant. Ça, c'est une bonne idée, ces news là. Alors, autre article médiatique sur ces manifestations anti-masques, cet article de France Info avec les propos rapportés d'un médecin. Si on est anti-masque, c'est qu'on est pro-maladie, voire qu'on est pro-décès.
Ah, carrément. Oui. Alors, ce qui est assez quand même étonnant sur le masque, on revient 2 minutes sur le masque, c'est que le masque était inutile et interdit au mois de mars, où l'épidémie flambait, et où le masque aurait pu être utile, honnêtement. Voilà. Aujourd'hui, il est obligatoire dans les zones denses, ce qu'on peut comprendre, on peut comprendre le métro parisien, etc., mais y compris dans les zones vides. Oui, en plein air. En plein air, en tout cas dans beaucoup d'endroits. Et contrairement à toutes les préconisations scientifiques, tous les scientifiques disent, en plein air, le masque ne sert à rien. Bon, mais il est imposé, y compris dans des parcs en Ile-de-France, enfin c'est un peu pas dense en plus, c'est un peu le délire, et objectivement, pour le moment, la deuxième vague de l'épidémie, ça fait 2 mois qu'on en parle, si elle avait dû arriver, elle serait déjà là. Hein. Et donc, on est là aussi dans la désinformation, puisque, par exemple, il n'y a pas de décès le samedi et le dimanche, parce qu'il n'y a pas de décès recensés administrativement. Oui, administrativement. Donc, on parle des décès le lundi ou le mardi, où il y a le cumulé de plusieurs jours. Tout ça est quand même très manipulatoire. On rappelle qu'effectivement, pour l'instant, les chiffres à la fois de décès et d'entrée en réanimation, qui sont les vrais indicateurs de l'épidémie, même d'hospitalisation, sont stables, plus ou moins stables. Il y a une légère hausse, mais ça reste quand même. Il n'y a pas de résurgence d'un pic. Voilà, pour le moment. Voilà. Alors, changement complet de sujet avec ce crime horrible qui a lieu à Nantes. Céleste, 15 ans, qui a été violée et tuée par un récidiviste. Et Jean-Yves, sur BFM, eh bien, les experts se sont suivis pour expliquer qu'on n'y pouvait pas grand-chose. Je veux dire, c'est des choses qui, arrivent, peuvent arriver, arriveront toujours. Il n'existe aucune certitude d'empêcher quelqu'un de passer une fois à l'acte ou de repasser à l'acte. La justice fait son travail. Malheureusement, on ne peut pas éviter tout risque social. Il n'y a pas de société sans risque. Quand on veut éviter tout risque, on rentre dans une société un peu totalitaire. Le juge Rosenzweig, qui a sévi, si j'ose dire, ou non sévi à Bobigny, il dit c'est aléatoire, on ne peut pas prévoir. Bon. Et donc, il dégage la responsabilité du juge en disant voilà, ça peut arriver, on peut pas prévoir. Sauf que les juges, ils condamnent des chefs d'entreprise pour des accidents, ils condamnent des maires pour des accidents, ils condamnent des maires pour des catastrophes naturelles, qui sont aussi des phénomènes aléatoires. Mais là, ils jugent. A posteriori, l'événement a eu lieu, donc c'est qu'il devait avoir lieu. Donc vous dites par contre, pour eux-mêmes, on pourrait juger les juges, quoi. Exactement comme ils jugent les autres, oui. En disant, écoutez, vous avez libéré ce type, il y avait une grande probabilité... en tout cas une probabilité qu'il récidive, il a récidivé, vous êtes coupable. C'est ce qu'on dit aux chefs d'entreprise, aux maires, aux particuliers, aux organisateurs de manifestations sportives, etc. On met en cause, même pour de simples aléas. Alors pourquoi on ne met pas en cause les juges ? En tout cas, c'est un débat qui monte, et même médiatiquement, on a vu plusieurs figures médiatiques s'interroger un peu sur le laxisme de la justice, et ça, c'est assez nouveau aussi, donc bon... le crime est particulièrement horrible, mais si ça peut déboucher sur quelque chose de positif malgré tout, bon, ça sera déjà ça. Pour conclure cette revue de presse, Jean-Yves, on finit avec cette nouvelle, l'Élysée qui débloque 483 millions d'euros d'aide exceptionnelle à la presse. Il le mérite. Il le mérite, parce que ça fait pas cher la désinformation, finalement. Hein, si on rapporte le coût des dépenses supplémentaires, parce qu'il y a déjà des milliards, ça se rajoute aux milliards qui touchent déjà. Si on rapporte ça à la désinformation, au bobard, c'est pas cher, on en a pour notre argent. En tout cas, à chaque immédiat, on voit effectivement que c'est de l'argent bien dépensé pour intoxiquer les Français. Et on rappelle d'ailleurs à cette occasion il faut soutenir TV Liberté, qui ne bénéficie pas de ces aides gouvernementales, 100% indépendant, grâce à vous. Donc ça, c'est très important. Passons au deuxième sujet, désinformation médiatique totale aux États-Unis. Le 26 août dernier, Kyle Rittenhouse, 17 ans, et membre volontaire d'un groupe armé protégeant les commerces et les habitations de la ville de Kenosha, a tué 2 personnes lors des émeutes Black Lives Matter. Alors le drame a été filmé, il faut être très prudent bien sûr, mais voici ce qui semble être le déroulé des événements. Pour une raison inconnue, les émeutiers l'ont poursuivi les premiers près de ce qui semble être un garage.
Une première vidéo montre même que cette poursuite commence par un jet de ce qui semble être un cocktail Molotov contre Kyle Rittenhouse. Et même un tir entendu en provenance des émeutiers. Un émeutier veut alors agresser Kyle Rittenhouse et il est tué par ce dernier qui possédait un fusil d'assaut. Lors de la course-poursuite qui suit, Kyle Rittenhouse tombe à terre et les assaillants se jettent sur lui avec violence, l'un lui assénant des coups de skateboard notamment et un autre dégainant même un pistolet. Craignant certainement pour sa vie, Kyle Rittenhouse tire, tuant un assaillant et en blessant un autre au bras, le bras qui tenait d'ailleurs un pistolet. Et d'ailleurs, cet émeutier armé confiera par la suite à un de ses amis que son seul regret aura été de ne pas avoir dégainé plus vite afin de pouvoir tuer Kyle Rittenhouse. Donc c'est un aveu assez limpide. Et fait incroyable, les 3 émeutiers tués ou blessés par Kyle Rittenhouse ont des casiers judiciaires très chargés. Il y en a un qui était un prédateur sexuel, l'autre qui était violent dans ce qu'on appelle les domestic abuse, donc les violences domestiques, et un autre qui était notamment arrêté pour plusieurs choses, mais notamment pour avoir possédé une arme à feu tout en étant sous l'emprise de drogue ou de stupéfiants. Et voilà ce que publie Le Monde sur cette affaire, sur ce drame. Après le meurtre de 2 manifestants à Kenosha, les États-Unis paralysés par la violence d'extrême droite, en parlant de Kyle Rittenhouse, Jean-Yves, comme d'un militant américain d'extrême droite, ou encore que cette scène de poursuite était une bataille qui opposait les manifestants et les contre-manifestants organisés en quasi-milice. Et le journal écrit même « La scène, filmée et postée sur les réseaux sociaux, est édifiante. Kyle Rittenhouse tombe à terre et n'hésite pas à tirer directement à plusieurs reprises sur ses opposants. » Donc, Jean-Yves, on a Le Monde qui nous présente ça comme c'était édifiant. Alors, en fait, il y a 2 choses. D'abord, les armes, il y en a des 2 côtés. Oui. Et Kyle Rittenhouse, il utilise ses armes, c'est vrai, mais pour échapper à un lynchage. Alors, c'est vrai que s'il s'était laissé lyncher, il serait mort et Le Monde n'en aurait pas parlé, puisque ce seraient les gentils qui auraient tué un méchant. Donc là, c'est un méchant, avec des guillemets bien sûr, qui s'est défendu contre des gentils, avec un casier judiciaire tout à fait honorable par ailleurs. Et donc là, le Monde en parle. On est vraiment dans la désinformation totale, puisque on ne présente que la partie des faits qui convient. Et finalement, on accuse Kyle Rittenhouse sans parler, même sans évoquer la possibilité d'une légitime défense. Ce qui est quand même extraordinaire. Et il y a eu une volonté de le rapporter à l'extrême droite. On a par exemple Ouest France qui, là encore, parle de Kyle Rittenhouse ou l'extrême droite qui prend les armes. Donc, on est finalement, c'est bien fait qu'il soit mort parce qu'il était d'extrême droite. C'est ça le message. Alors, en fait, c'est doublement faux, parce que d'abord, les éléments qui permettent de dire qu'il est d'extrême droite, apparemment, il n'y en a pas. En tout cas, ne sont pas apportés par les journalistes. Ils ne sont pas apportés par les journalistes. Et ensuite, quand il dit qu'il prend les armes, l'extrême droite qui prend les armes, non, il y a des gens qui défendent des biens, mais ceux qui menacent les biens sont armés. Exactement. On le voit, les images. Les émeutes ultra-violentes aux États-Unis. En fait, ce sont des. Objectivement, ce qui serait objectif, c'est de parler de scènes de guerre civile. Voilà. Oui, ça serait plus juste, mais là encore, en scènes de guerre civile. Voilà, ça, on peut dire ça. En sachant que les membres on va dire des communautés comme Kyle Rittenhouse qui défendent armés leur ville sont peut-être pas à mettre sur le même plan que les émeutiers violents qui incendient les commerces, qui brûlent les maisons. C'est un peu audacieux quand même. Hein. Absolument. Et ce qui est incroyable, Jean-Yves, c'est que certains médias ont même glorifié certaines des victimes de Kyle Rittenhouse. On a par exemple Anthony Hubert, l'homme au skate, tué, qui est glorifié par AJ+, en français, qui en parle comme d'un héros. Et même chose pour LCI, qui déclare qu'il... manifestation à Kenosha, l'hommage à Anthony Hubert, héros au skateboard tué par le tireur. Alors la scène montre très bien qu'il essaye de tuer... d'attaquer en tout cas. En tout cas, de lyncher Kyle Rittenhouse avec le skateboard. Ah, oui, évidemment, l'autre se défend. Bah oui, je rappelle quand même que ce fameux skater, c'est lui qui a un gros casier, dont notamment pour des violences dites domestiques. Donc c'est un drôle de héros quand même. Hein.
Autre affaire, eh bien, c'est la mort d'un partisan de Trump à Portland, abattu par un Antifa le 29 août dernier, quelques jours après l'affaire à Kenosha. Et quand on regarde les images de mauvaise qualité, et là encore toujours en restant extrêmement prudent, on a beaucoup moins l'impression qu'il s'agit d'une légitime défense par cet Antifa. Jean-Yves, on a l'impression que voilà, c'est pas véritablement une légitime défense, même si c'est pas facile de le dire. Non, et alors là, les titres du Monde sont assez extraordinaires, puisque Le Monde dit « Donald Trump essaie de profiter de l'escalade de la violence à Portland ». Alors, il essaie de profiter de l'escalade de la violence. L'escalade de la violence à Portland, c'est le meurtre d'un de ses partisans. Oui. Ça, on oublie de le dire. Ensuite, il y a la petite phrase « Un mort à Portland lors d'affrontements entre manifestants antiracistes et pro-Trump ». Mais on ne dit pas que ce sont les manifestants entre guillemets, antiracistes, qui ont tué le pro-Trump. Là, on ne précise pas. Voilà. Alors... Et à côté, on a même l'autre sous-titre, manifestation à Kenosha, un suprémaciste inculpé. Donc là, on parle de Cal Rittenhouse. Ah oui, voilà. Donc dans l'un des cas, en fait, on pointe du doigt le suprémaciste, et dans l'autre... Présumé suprémaciste. Présumé suprémaciste, parce qu'en plus, oui, le terme est sans doute complètement faux. Et dans l'autre, où c'est un Antifa qui a tué un supporter de Trump, on ne dit pas un Antifa inculpé. Alors, là, Le Monde est quand même fait du très grand travail de désinformation, hein, vraiment, vraiment. Alors, c'est intéressant, puisque Le Monde est censé être le journal de référence. Hein. Oui. Mais c'est le journal de référence de la désinformation, c'est vrai. Et pour lire un journal peut-être un peu moins référence dans la désinformation, il faut aller vers Présent, qui a une une sur cette question dramatique des émeutes aux États-Unis, avec ce titre, une nouvelle guerre de sécession, raciale cette fois, et c'est peut-être la vraie question journalistique importante. Jusqu'où va aller cette folie aux États-Unis? Donc, Présent qui titre bien. Ça va être la fin de cette émission. Alors, pas de coup de chapeau, Jean-Yves, mais vous avez un petit coup de promo. Bah oui, pas de coup de chapeau, mais un coup de promo tout à fait adapté, puisqu'il entre en résonance avec plusieurs sujets qu'on a évoqués lors de ce immédiat et qu'on réévoquera, puisqu'il s'agit d'un ouvrage que vous venez de publier, Manuel de lutte contre la diabolisation. Voilà, alors je pense que ça s'applique parfaitement au cas de Valeurs Actuelles, qui a été exposé à la diabolisation. Mais tout le monde peut être exposé à la diabolisation. Les seuls qui ne risquent pas d'être exposés à la diabolisation, c'est ceux qui ne font rien. À partir du moment où vous faites quelque chose, même simplement parler dans un cadre familial ou professionnel, vous risquez d'être exposé à la diabolisation. Et donc, le but de ce petit manuel, c'est de donner des arguments, des méthodes de réponse. C'est plein d'exemples et plein de... ce que je considère comme de bonnes recommandations. En tout cas, c'est une réflexion autour du sujet de la diabolisation, qui est un sujet central, puisque c'est la diabolisation qui, finalement, domine le débat politique et intellectuel. Et il faut donc savoir comment la combattre. La combattre pour se libérer des chaînes du politiquement correct. Et faire même plus que la combattre, c'est un manuel de contre-diabolisation. Écoutez, c'est noté. Je l'ai reçu aujourd'hui même, donc je vais le lire dans la foulée. Mais je ne doute pas qu'effectivement les conseils sont très bons. Et on peut le trouver à la Nouvelle Librairie, dans un certain nombre de bonnes librairies françaises. Et on peut aussi le commander sur le site de la Nouvelle Librairie ou sur le site de l'Institut Iliade. 7 €, hein, 7 €. Très bien. Voilà. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum. Et Jean-Yves, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.